Salut! Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose d'important pour la rigueur intellectuelle mais aussi pour la communication et la paix des foyers. On va diviser ça en 2 vidéos sinon ce sera trop long. Un jour, j'ai envoyé un mail à un chercheur en philo pour lui poser des questions sur un sujet dont il est devenu une sorte de spécialiste. Dans sa réponse, il m'a reproché de manquer de charité herméneutique. J'étais à la fois content et troublé. Content parce que comme lui, je trouve ça très important de faire preuve de charité herméneutique. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Troublé parce que je ne pensais pas qu'un jour, on me ferait le reproche d'en manquer. Mais en relisant, j'ai conclu qu'il s'agissait d'un malentendu, ça m'a rassuré. Mais au fait, c'est quoi la charité herméneutique? Avant d'aborder ça spécifiquement, je veux faire un petit détour par l'argument dit de l'homme de paille, ou strawman en anglais. Un homme de paille, c'est une présentation caricaturée de la position adverse pour mieux l'attaquer. Cette caricature peut être volontaire ou involontaire. J'ai d'emblée été victime de plusieurs hommes de paille avec les premières vidéos de cette chaîne. Par exemple, dans celle intitulée « Les niveaux de complexité affective », c'est arrivé 2 fois. D'abord parce que dans cette vidéo, j'interroge le fait de ressentir de la joie quand on reçoit une bonne note à l'école. Je n'entre pas dans les détails de l'argument ici, mais l'homme de paille qui m'a été lancé consistait à faire comme si je niais tout intérêt au principe de notation en général, comme si je refusais à la note sa fonction pédagogique qui est d'indiquer si le travail a été compris. On pourrait tout à fait discuter des limites du principe de notation, je ne suis d'ailleurs pas sûr de vouloir le défendre, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que je n'ai rien dit de tel dans la vidéo. Cet exemple sur la note fait partie d'une démonstration plus large qui vise à mettre en lumière le caractère potentiellement aliénant des affects symboliques, en les opposant à des affects qui reposeraient davantage sur des sensations. Cette fois, l'homme de paille, c'était « On ne peut pas vivre une vie uniquement composée de sensations ». C'est assez classique. Toute pensée qui annonce « il faudrait faire un peu moins de X et un peu plus de Y » est une proie facile pour une réponse du type « On ne peut pas jeter la totalité des X » ou « On ne peut pas se contenter de Y ». Cet homme de paille est la réduction d'une pensée qui se veut spectrale à une dimension binaire, un peu comme passer de la 3D à la 2D. Pourquoi fait-on ce type de réduction? J'ai une idée, mais ce n'est que mon idée, il faudra que je la développe ailleurs. Je vous la présente rapidement tout de même comme teaser de la vidéo qui lui sera consacrée. Une évaluation spectrale n'est pas agréable à adopter parce qu'elle équivaut à une promesse de fatigue. Je veux dire tout bêtement que si on annonce à quelqu'un « Dans ces situations, tu ne pourras pas te contenter de choisir entre 2 options, A et non A, juste ou injuste, vrai ou faux, je prends ou je jette. Il faudra que tu essayes consciemment de produire une évaluation nuancée qu'on pourrait placer sur un spectre. » La personne comprend tout de suite que cela requiert un travail cérébral relativement épuisant. La loi du moindre effort étant ce qu'elle est, on a tous tendance à refuser l'attitude qui demande du boulot. Je prends mes propres arguments en exemple parce que ça révèle que les gens qui opposent des hommes de paille ne sont pas forcément des adversaires malhonnêtes qui veulent vous abattre et vous humilier en place publique. En l'occurrence, ce sont des amis qui, spontanément, malgré leur bienveillance sincère, sont conduits à être injustes intellectuellement. On fait tous ça. Si les hommes de paille sont si fréquents, c'est peut-être surtout parce qu'il est très facile d'en produire accidentellement à cause d'une simple incompréhension de la thèse adverse. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut lire dans notre esprit. N'oublions pas que notre propre thèse nous paraît toujours beaucoup plus claire qu'aux autres. Pourquoi on refuse une thèse? Peut-être parce qu'on la trouve peu vraisemblable, ou parce qu'on pense qu'elle promeut des idéaux dangereux sur le plan politique. Parfois parce qu'on a le sentiment que quelque chose cloche. Ce sentiment que quelque chose cloche peut provoquer un refus spontané, et il faut interroger ce refus. Il est encore possible que ce soit à cause de failles dans le raisonnement qu'on n'arrive pas à percevoir clairement, donc on prend le temps d'analyser à tête reposée, on s'empêche de conclure trop vite. La discussion sera d'autant plus efficace qu'on sera capable de pointer le rouage du raisonnement adverse qui nous embête. Il faut se demander si ce n'est pas pour des raisons personnelles. Peut-être qu'on n'aime pas ce que la théorie implique à cause de nos croyances relatives au monde. Dans ce cas, il faut se demander si on défend nos croyances pour de bonnes raisons. Parfois c'est le cas, parfois non. Et puis, comme on le disait, cela arrive plus souvent qu'on ne pense, il arrive que l'on refuse une thèse parce qu'elle implique une production importante d'efforts cérébral. Quand on nous présente une manière de penser qui demande du travail, soit parce qu'il s'agit de tester nos propres croyances et méthodes, soit parce que cela consiste à produire des données, ou encore parce que cela demande de résister activement à une tendance, comme celle de conclure, alors on peut avoir tendance à refuser la proposition. Je crois qu'il serait sain de faire une petite introspection au moment où l'on refuse quelque chose pour interroger la source de ce refus. Il faut garder à l'esprit que peut-être il nous manque des informations pour comprendre la thèse. Le contraire de l'homme de paille, c'est ce qu'on appelle faire un homme de fer, Stillman en anglais. Vous représentez la thèse adverse sous son meilleur jour avec le plus de rigueur possible, comme pour essayer d'affronter sa version sous stéroïdes. De sorte que si vous arrivez à contredire cette version super balèze, il y a une meilleure chance que votre argument soit pertinent. Eh bien la charité herméneutique, ça ressemble à l'homme de fer, mais c'est encore plus généreux en quelque sorte, comme si l'homme de fer était lui-même sous stéroïdes. C'est l'attitude, lorsqu'on fait face à un discours, qui consiste à donner toute sa chance à la formulation choisie par l'interlocuteur. Alors ça veut dire quoi, donner toute sa chance?
D'abord, ne jamais perdre de vue qu'on ne projette pas tous les mêmes connotations aux mots qu'on emploie. Donc déjà, cela revient à se dire que l'interprétation spontanée que j'ai faite de la phrase n'est pas la seule possible, et qu'il y a peu de chances que ma compréhension spontanée de la phrase prononcée par mon interlocuteur soit exactement celle qu'il avait en tête. C'est le premier point de la charité herméneutique, un appel à la prudence. Une fois qu'on a reconnu cela, que fait-on? Eh bien, on passe en revue, comme dans un catalogue mental, toutes les significations possibles de chaque mot, pris séparément et comme ensemble formant une phrase, et on choisit les versions les plus fines, les plus subtiles, ou tout simplement celles qui font de la phrase un support de réflexion et non un mur. Exemple, quelqu'un dit « Ils me font pitié ». L'autre pourrait répondre « Hein? Mais pourquoi un tel mépris ?» Parce que le premier sens qui vient à l'esprit, c'est l'idée de condescendance. Mais un petit tour dans le catalogue mental nous rappelle que la pitié renvoie d'abord au sentiment de compassion. Faire pitié, c'est inspirer un tel sentiment, et le désir de vouloir soulager ses peines. La définition du Larousse est intéressante, plus ou moins réelle, et parfois méprisante, révèle bien que l'interprétation est ouverte. La phrase change alors radicalement de tonalité. D'un côté, je les méprise, de l'autre, je souffre pour eux, et j'aimerais les libérer de cette douleur. Quand on se sent en désaccord avec une phrase exprimée par autrui, on pourrait commencer par se demander si les mots employés ont d'autres sens que ceux que j'ai projetés spontanément. C'est le deuxième point de la charité herméneutique, un appel à notre imagination. On pourrait donc dire que d'une certaine façon, faire preuve de charité herméneutique, c'est produire soi-même les conditions de possibilité de pertinence de la phrase. C'est trouver en quel sens la phrase est raisonnable, intelligente, fine. Au risque de me faire insulter, je dirais que si les philosophes continentaux peuvent manquer de rigueur et de clarté argumentative, les philosophes de tradition analytique, quant à eux, peuvent manquer de charité herméneutique. Je ne dis pas ça pour commencer un clash, mais pour donner un exemple. Examinons la première affirmation sur la philosophie continentale. En l'occurrence, être charitable, ce serait se poser plusieurs questions comme à quels énoncés de la philosophie continentale cela peut-il renvoyer? Quelles exigences de clarté et de rigueur faut-il adopter pour que le reproche formulé à l'encontre de la philosophie continentale ne semble pas injuste ou déplacé? Quelles attentes relatives au projet philosophique faut-il revendiquer pour assumer un tel reproche? Le reproche est-il léger ou appuyé? Quelle échelle vise-t-il? C'est tout simplement comprendre en quel sens on peut légitimement leur reprocher un manque de rigueur et de clarté. Ce qui peut revenir à se demander, peut-on imaginer au moins un cas où la formulation de la pensée était si peu rigoureuse qu'on ne pouvait en exploiter le potentiel philosophique? Remarquez que j'ai pris un exemple super méta ici, parce que le sous-texte de cette formulation c'est « Peut-on faire légitimement ce reproche, même en ayant fait preuve de la meilleure volonté en termes de charité herméneutique ?» Notez qu'on pourrait s'occuper de l'autre versant de la phrase. Ça suppose de se demander « Peut-on imaginer au moins un débat ou une discussion ou une forme de rigidité interprétative de la part d'un ou d'une philosophe de tradition analytique aurait empêché d'accéder au potentiel philosophique d'une pensée ?» Bon, là c'est un exemple très mesuré, mais ça me semble vraiment important pour ce qui est des énoncés politiques. Mettons que quelqu'un dise « Le port du voile islamique peut être une revendication féministe ». On pourrait imaginer que cette affirmation entre a priori en contradiction avec vos idées de ce qu'implique d'une part le port du voile islamique et d'autre part le concept de féminisme. On pourrait commencer par renvoyer au théorème de Bayes, la vidéo arrive bientôt, pour inviter à évaluer le degré de certitude. On se demanderait alors à quel point fais-je confiance à la représentation que je me fais de ce que c'est que porter le voile? Est-ce que je pense maîtriser la totalité des implications du concept de féminisme? Et je fais une place consciente pour des hypothèses inconnues qui pourraient assouplir, voire changer mes croyances relatives à la question du féminisme et ou du voile? Quel pourcentage de la littérature féministe ai-je lu? Cela revient donc à se demander en bon bayésien, quelle est la cote chez les bookmakers du match qui oppose l'hypothèse A et l'hypothèse non A, avec A, je connais suffisamment le féminisme pour me prononcer sur ce qu'il peut ou non contenir, et non A, je ne connais pas suffisamment le féminisme pour me prononcer sur ce qu'il peut ou non contenir. Mais ça, on pourrait dire que c'est l'attitude rationnelle, c'est le minimum. La charité herméneutique, ce serait aller un peu plus loin et se demander « Ai-je fait l'effort d'imaginer les conditions sémantiques qui rendraient compatible voile d'un côté et féminisme de l'autre? Ai-je fait l'effort d'imaginer ce qu'il faut que ces concepts disent pour pouvoir fonctionner ensemble, sans produire de contradictions ?» La charité herméneutique, c'est ça. Jouer et tordre les mots pour trouver un sens qu'on accepterait. Tordre les mots pour rejeter, c'est l'homme de paille. Attention, je dis qu'on accepterait, mais je ne veux pas dire qu'on adopterait. Il ne s'agit pas de se forcer à être d'accord, mais de se donner les moyens de considérer la position adverse sans mépris, sans condescendance, en faire un point de vue qui nous paraît légitime, même si on continue de s'y opposer. Ce qui a deux vertus. D'abord, c'est mettre à l'épreuve nos croyances, notre propre thèse. À la limite, peu importe si c'est ce que l'autre a voulu dire, au moins on a élargi notre capacité d'interprétation et cela peut nourrir notre réflexion. Ensuite, c'est se donner une chance de comprendre ce qui nous oppose à l'autre, la raison du conflit,
là où les points de vue se confrontent. Plus on comprend pourquoi on ne s'entend pas, plus on sera capable de gérer ce conflit. Pour affirmer que le port du voile n'est pas compatible avec un geste féministe, il faudrait donc avoir une connaissance extrêmement pointue de tout ce que peut recouvrir le féminisme, voire être capable d'en dégager un noyau irréductible, si c'est possible. Bonne chance. Ce qui n'empêche évidemment personne de dire « le port du voile n'est pas compatible avec le féminisme que je défends parce que… ». Et ça, c'est un début bien plus prometteur pour une discussion. Notamment parce que ça engage à préciser ce qu'on défend, pourquoi on le défend. Certains seront peut-être tentés de répondre « mais alors il n'y a plus moyen de refuser une thèse, cela suppose de tout accepter ». Ce n'est pas vrai, ça c'est un homme de paille. Gagner en souplesse ne veut pas dire perdre toute structure. Et comprendre ne veut pas dire être d'accord. On peut trouver des points de rupture. Par exemple, en philosophie, on pose la question de savoir si le déterminisme est compatible avec le libre arbitre. C'est une question logique. Si nos actions sont entièrement déterminées, alors peut-on encore dire que nos décisions sont libres? On distingue donc d'une part les compatibilistes, ceux qui pensent qu'on peut défendre l'existence du libre arbitre tout en acceptant les prémices déterministes, des non-compatibilistes d'autre part, ceux qui pensent que si on tient pour vraie l'hypothèse déterministe, alors on ne peut pas défendre l'existence d'un libre arbitre. Je reconnais que ma charité herméneutique trouve ici un point de rupture. Du peu que j'ai compris, la position compatibiliste suppose une transformation du concept de libre arbitre que je ne veux pas accepter parce qu'elle jette ce qui me semble être la connotation la plus importante de l'idée, à savoir la croyance selon laquelle je suis maître de certaines décisions dans ma vie. Jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire, je ne vois pas l'intérêt de garder le concept de libre arbitre si ça n'implique pas cette idée. Ça force à mettre au clair ses convictions. Il faut donc ouvrir une discussion sur notre rapport au concept de libre arbitre. Attention, j'ai bien conscience que ce débat est plus compliqué. Plein d'enjeux m'échappent forcément. Je ne me prononce pas vraiment sur la question. L'intérêt de cet exemple, c'est simplement de dire qu'il est possible de défendre et d'expliquer les limites que l'on pose à l'adaptabilité des concepts. Voilà pour le premier volet de cette vidéo en deux parties. La prochaine fois, on monte d'un cran.